Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine. Côté actualité, voici les titres de ce lundi 17 octobre. L'amitié franco-allemande et le soutien envers le peuple ukrainien mis à l'honneur ce matin. Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, était en visite au cœur de la maison Robert Schuman à l'occasion du comité de coopération transfrontalière, un moment d'échange avec la jeunesse, notamment ukrainienne. Depuis le 7 octobre, l'éclairage des commerces doit être éteint dès 1h du matin pour des soucis d'économie d'énergie. Les commerces du centre-ville messins sont-ils bons élèves? L'association Lorraine Nature Environnement a mené l'enquête samedi soir. Elles font partie de l'histoire médiévale mais peuvent encore se cacher parmi nous. Les sorcières étaient de passage à Rodmack pour la 4e édition de la fête qui leur est dédiée. De nombreux objets magiques étaient proposés à la vente et les visiteurs n'ont pas manqué le rendez-vous. Si le week-end a été maussade, la météo de ce début de semaine est plutôt douce. Le ciel de mardi sera gris en matinée, mais doit laisser de la place à de belles éclaircies l'après-midi. Les températures seront comprises entre 13 et 21 degrés. La France est-elle paralysée économiquement parlant? Le français moyen peut-il vivre correctement avec les salaires actuels? Vous avez sûrement une réponse à ces questions. À la veille d'une nouvelle grève interprofessionnelle, notre invité Raphaël Didier, économiste, livrera son analyse sur ces questions dans quelques instants en visio. Mais avant, on développe les titres. Et on démarre avec le point à la pompe à essence. La grève se poursuit pour les salariés des dépôts et raffineries de chez Total Energy, malgré un accord sur les salaires qui prévoit une hausse de 7% sur 2023, rétroactive au 1er novembre. Grève maintenue, mais pour autant, la Première ministre Elisabeth Borne a assuré que la situation devrait s'améliorer cette semaine. Dans le même registre, la remise de 30 centimes mise en place par le gouvernement est reconduite jusqu'à la mi-novembre. Total Energy va également prolonger sa ristourne de 20 centimes. Je vous le disais donc dans les titres, ce matin, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Boone, s'est rendue en Moselle à l'occasion du comité de coopération transfrontalière. Lors de sa visite de la maison Robert Schuman, elle a pu échanger avec les collégiens et les lycéens mosellans. Des Ukrainiens scolarisés dans le département étaient également présents. Un reportage. Dans l'auditorium accolé à la maison de Robert Schuman, les deux femmes politiques exposent leur façon de penser l'Europe. Une Europe qui se doit d'être forte pour ne plus laisser la guerre s'installer sur son territoire. Un discours qui fait forcément écho à ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres à l'est. Dans l'Assemblée, quelques élèves ukrainiens scolarisés en France et qui se sentent soutenus par les actions européennes. Car soutenir l'Ukraine, c'est aussi soutenir les valeurs partagées par les pays européens. C'est le soutien aux valeurs démocratiques, à la liberté, à travers tout le soutien qui est fourni à l'Ukraine, qui est à la fois humanitaire, économique et militaire. On est en train de se battre pour nos valeurs avec cette agression. La deuxième, c'est effectivement un message envers l'Ukraine. Nous allons continuer à les soutenir autant de temps qu'il le faudra. Comme vous savez, la Commission européenne a étendu la période, ce mécanisme exceptionnel qui permet à tous les Ukrainiens de venir en Europe, de travailler, d'avoir accès à des logements et au système éducatif. Und ich glaube, gerade hier ist dieses Zeichen nochmal wichtig, sich auch daran zu erinnern, wo wir herkommen. Dass wir aus einer Zeit kommen, wo Krieg auch hier stattgefunden hat. Dass wir diesen Krieg überwunden haben, auch durch die europäische Einigung. Und ich glaube, wir können hier auch ein Zeichen der Hoffnung senden Richtung Ukraine, dass es möglich ist, zu einer Friedensordnung zu finden, Krieg zu überwinden und auch Versöhnung zu beginnen. Et la solidarité européenne n'existe pas que dans les discours, mais aussi dans les actions intergouvernementales pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. La France a en effet commencé à approvisionner l'Allemagne en gaz, tandis que nos voisins nous envoient de l'électricité. Les deux femmes politiques se sont voulues rassurantes. Avec une telle coopération, l'hiver peut arriver sereinement. Des actions qui marqueront certainement notre histoire moderne. Qu'en est-il des autres périodes douloureuses de la Moselle? Cette année, pour les journées de la mémoire mosellane, le département a choisi de mettre en lumière l'annexion à l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Ce souvenir
c'est l'objectif de la journée de la mémoire mosellane. Lors de cette 14e édition, un hommage a été rendu aux Mosellans annexés à l'Allemagne de 1940 à 1945. Cette cérémonie, au pied du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, est aussi l'occasion de se souvenir des 30 000 malgré nous mosellans incorporés de force à l'armée allemande. Ce choix moral a été redoutable et il me semble important effectivement aujourd'hui d'assumer cette part difficile de l'histoire mosellane. Il y a un devoir de mémoire qui s'impose à chacun d'entre nous, à l'ensemble des Français, sur des périodes qui malheureusement sont trop mal connues aujourd'hui et qui pourtant nous orientent sur ce que doit être notre comportement pour l'avenir. Une histoire encore parfois méconnue qui a pourtant profondément marqué le département. Il est important de regarder d'où on vient pour essayer de savoir où on veut aller. C'est aussi pour cette raison que le département a souhaité prolonger cette journée de la mémoire mosellane par une exposition dédiée à l'annexion. Cette douloureuse page de l'histoire est donc partagée au musée de Gravelotte avec un message fort derrière. Accepter l'autre avec ses différences, accepter l'autre avec sa façon différente de vivre, accepter l'autre parce qu'il est. Et pour nous, c'est un message de fraternité et de concorde qu'on essaie de transmettre également en leur expliquant s'il n'y a plus la concorde, s'il n'y a pas la fraternité, s'il n'y a pas l'égalité de traitement, s'il n'y a pas les valeurs de la République, ben, il y aura cela. C'est-à-dire qu'il y aura l'autoritarisme, il y aura la dictature qui s'abattra de nouveau sur nos sociétés. Les plus de 200 documents exposés devraient permettre la transmission de l'histoire mosellane, si peu traitée dans les programmes scolaires. Pour les plus jeunes, c'est aussi l'occasion de découvrir l'histoire de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. J'ai vu la vidéo du monsieur là-bas qui s'est pris une balle dans la tête. Ça a dû arriver à plein de gens, ça, donc je trouve ça un peu triste, mais c'est la guerre et il faut tout faire pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas. C'est très important d'essayer de rappeler à tout le monde que c'était il n'y a pas si longtemps et qu'il y a des gens de nos familles qui se sont battus. Les collégiens et autres passionnés d'histoire pourront profiter des 300 mètres carrés d'exposition pour perpétuer la mémoire mosellane jusqu'au 11 décembre. On vous emmène maintenant au centre-ville de Metz, en pleine nuit. Après 1h du matin, les éclairages des commerces doivent être éteints. C'est une mesure gouvernementale prise début octobre, mais que certains ne respectent pas forcément. L'association Lorraine Nature Environnement a mené l'enquête samedi soir. Une quinzaine de personnes a arpenté les rues pour recenser les vitrines encore allumées. Regardez. Et du coup, il est 1h du matin, on peut y aller. À l'assaut des rues messines, ces 3 volontaires font la chasse aux éclairages illégaux à l'aide de leur téléphone portable. Non, là, ça, je crois que ça compte pas. C'est le matériel, c'est le frigo. Guirlandes, ampoules, lampes, rien ne leur échappe. On scrute les enseignes lumineuses, les éclairages intérieurs, les éclairages de vitrines et les appareils qui peuvent être éventuellement en fonction dans le commerce. S'il y a des écrans d'ordinateur encore allumés, des machines à café qui ne seraient pas en veille, etc. Après la rue Taison. Là, il n'y en a pas beaucoup sur la rue Taison, mais ils ont beaucoup éteint. En Fourni-rue et la rue des Jardins, c'est l'heure du bilan. Alors les commerçants sont-ils des bons élèves? C'est vrai qu'on est a priori bien en dessous de ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Alors à l'époque, on n'avait pas forcément fait les mêmes rues, mais les grosses rues de Metz, on était à plus de 130 commerces qui étaient en infraction par rapport à la réglementation. Et là, sur on va dire à peu près 3 rues, on est juste à une vingtaine de commerces. Donc c'est un chiffre quand même beaucoup plus bas que ce qu'on a pu avoir et ce qu'on peut imaginer avoir à la fin de la maraude. Au-delà des mesures obligatoires et de l'aspect énergétique, l'extinction de ces éclairages sont bénéfiques pour la faune et la flore. La lumière artificielle est la deuxième cause d'extinction des insectes après les pesticides. L'avantage s'ils éteignent, c'est qu'il y aura une restauration de la biodiversité, notamment au niveau des insectes. Il sera une incidence sur tout l'écosystème. Par exemple, s'il y a plus d'insectes, il y aura plus d'oiseaux. Et donc c'est important de redonner à la ville une cohabitation apaisée avec toute la nature. Après l'observation, place à la prévention. Les commerçants qui ont laissé leurs vitrines et enseignes allumées seront sensibilisés à la pollution lumineuse dans les prochaines semaines. Du coup, je vais pouvoir faire la suivante. Focus maintenant sur le monde de la bande dessinée. Les bulles étaient justement mises à l'honneur au NEC de Marly. Les lecteurs ont pu faire dédicacer leur ouvrage et échanger avec les 25 auteurs présents. Retour sur cette 30e et dernière édition.
Des millions de bulles, des centaines de personnages, des dizaines de planches et une vingtaine d'auteurs sont à l'honneur de la 30e rencontre de BD. Organisée depuis 1991, l'événement séduit toujours autant. C'est assez sympa, il y a plusieurs auteurs, il faut des dédicaces, on peut discuter avec, les dessins, les rencontres, autant avec les festivaliers qu'avec les dessinateurs, les scénaristes, trouver de nouvelles BD, faire de nouvelles découvertes, des choses qu'on n'aurait jamais achetées peut-être en temps normal. J'aime bien la BD, c'est le côté humoristique, c'est le côté, les dialogues qui sont parfois un peu mouillés d'acide. En 2021, plus de 85 millions d'exemplaires ont été achetés dans l'Hexagone, un record. La bande dessinée ne s'est jamais aussi bien portée. Quand j'ai commencé, déjà, la BD était beaucoup plus encadrée, comme quoi il y avait beaucoup plus de conventions au niveau de l'impression, au niveau du scénario et tout. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus libre. Par contre, il y a beaucoup plus de concurrence. Ça devient plus difficile. Aujourd'hui, on fait surtout des niches. On fait un certain thème, on a son petit public. J'ai l'impression que l'ère de la grande BD, un grand tirage, c'est presque révolu. Malgré un tel succès, le festival vit ses derniers instants. Régis Hector et Jean Pauline, fondateurs et organisateurs depuis 32 ans, ont décidé de raccrocher. C'est fatigant, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup bosser. Il faut déjà, premièrement, il faut chercher, il faut dire est-ce que je fais un thème, qu'est-ce que je vais proposer et quels sont les auteurs qui peuvent venir. Il faut savoir s'arrêter quand c'est bien, quand la conclusion est bonne. Mais pas question de tout arrêter. Le festival va se réinventer sous une autre forme l'année prochaine. Désormais, 2 auteurs seront invités chaque mois à la bibliothèque de Marly. Et maintenant, place au sport avec Arnaud Demerlet. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Virani. Alors, la belle histoire du week-end, c'est en boxe. Effectivement, la belle histoire, elle concerne Flora Pili, conseillère départementale, maman depuis quelques mois et qui a été sacrée champion de France ce week-end à l'Agora de Saint-Avold devant toute sa famille, son père Pietro, ses oncles Joseph, Severino et même sa maman Nathalie. Et elle a battu la tenante du titre, la martiniquaise Elsa Emat, la sociétaire Donnée Sous-Bois. Elle s'est imposée au point. On va d'ailleurs écouter Flora Pili. En rouge, 78. En bleu, 74. Énormément de fierté parce qu'on a travaillé pour. Je reviens d'une grossesse, ça fait 1 an que j'ai accouché d'une petite fille, donc on a travaillé pour et je suis fière d'être revenue au haut niveau après avoir une petite fille et je pense que c'est le plus grand des succès, quoi. Ça s'est passé comme on le voulait, donc on a joué surtout la stratégie parce qu'on savait que c'était un adversaire qui allait tenir la route, qui était coriace. Donc on en voulait travailler sur la précision et sur l'impact des coups et c'est ce qu'on a fait, donc j'ai ressenti des bonnes sensations. Une sacrée sportive pour Metz Handball, c'est la première défaite en Ligue des Champions. Ouais, il fallait bien que ça arrive au bout du 10e match, toute compétition confondue cette saison. Alors c'était le remake de la petite finale du Final Four de la Ligue des Champions et les Messines s'étaient imposées à l'époque à Budapest. Cette fois-ci, elles se sont inclinées en jaune face au rouge d'Esbjerg. Une défaite 35-28 après une première mi-temps catastrophique. 18-12 à la mi-temps pour les Danoises menées par leur pivot Vilde Ingstad qui a fait tout simplement un chantier monstre à son poste et qui a permis d'ouvrir des brèches pour Eni Reichstadt, 8 buts et Christine Brechtol, 9 réalisations. Du côté de Metz Handball, 2 joueuses ont surnagé. C'est la capitaine Bruna De Paola avec 8 buts, mais également Christina Jorgensen, 7 réalisations pour sa part, même si elle a tenté 15 tentatives. En tout cas, cette défaite a des conséquences au classement, comme on va pouvoir le constater, puisque Metz Handball, qui était en tête de sa poule, passe 3e avec un tout petit point de retard sur Győr et le Rapid Bucarest. Avant la prochaine journée, le week-end prochain, face au petit poussé de cette poule, c'est le Lokomotiv Zagreb, 0 points. En football, rien ne va plus pour le FC Metz, Arnaud. Oui, malheureusement, triste match nul ce samedi pour les Grenats. C'était un match à huis clos face à Sochaux, 0-0. Pourtant, les Messins ont eu quelques occasions. On va le voir avec tout d'abord Ibrahima Niane qui va buter sur le gardien Maxence Prévost. Les Messins ont joué vraiment 20 premières minutes de façon très agréable avec un jeu léché. Et puis après, ça a été plus compliqué malgré cette deuxième occasion avec cette tentative stoppée ou plutôt
duo raté de Georges Mikotadze face à Kofi Kwao. En tout cas, les Messins qui restent sur leurs 6 derniers matchs sur une seule petite victoire. Et on va le voir au classement, ce match nul est insuffisant puisque les Grenats sont maintenant 11e pour la première fois de la saison. Ils sont justement dans la deuxième partie de tableau avant un prochain déplacement. Vous le voyez du côté du Havre, le leader de cette Ligue 2. Alors en basket, vous avez pu le suivre, les Canonniers ont gagné le derby. Oui, vous avez pu le suivre grâce notamment à Jean Milon et Mathieu Anquinet. Victoire des Canonniers 67-62 face à Geoff Aumécourt. Alors c'était un match hyper intense avec notamment une expulsion de l'entraîneur de Geoff, Patrice Guriot. Du côté des Canonniers, c'est Alexandre Carolac que l'on voit justement qui a été très performant avec 17 points ainsi que Kevin Cali, 11 points pour lui également. En tout cas, c'est une très belle victoire pour les Canonniers et notamment pour leur entraîneur Anthony Tomba qui salue notamment l'état d'esprit de ses joueurs. On a répondu présent ce soir, on pouvait gagner que comme ça. Je tiens vraiment à féliciter le groupe, parce que toute cette semaine, on a fait un gros travail tactique, on a fait un gros travail sur nos valeurs, et je pense que c'est une victoire, même si notre saison est bien lancée, c'est une victoire qui doit encore plus souder ce groupe. Il y a vraiment un groupe super. On parle souvent de valeurs à Geoff, il y a des valeurs aussi chez nous en fait. Et côté tennis, enfin une bonne nouvelle pour le Messin Hugo Humbert. Alors, bonne nouvelle, pas tout à fait, puisqu'il s'est quand même incliné en demi-finale du Challenger de Saint-Tropez face à l'Italien Matteo Arnaldi. Ici, en haut de l'écran, Hugo Humbert qui, avec la casquette en bas, il s'est incliné 6-4, 6-3, mais son bon parcours dans le sud de la France, donc à Saint-Tropez, lui permet de revenir dans le top 100. C'est un petit pas pour son retour au premier plan. Merci beaucoup Arnaud pour ce récap sportif. On ferme ce chapitre pour ouvrir celui de la magie. Pour la 4e édition de la Fête des Sorcières, la cité médiévale de Rodemack est remplie de centaines de visiteurs venus braver le mauvais temps pour dénicher des objets magiques. C'est un reportage de Colline l'Expert. Ah, j'aime bien marcher là. Attention, attention, on ne goûte qu'avec les yeux. On a dit qu'on n'a pas le droit de manger aujourd'hui. Ils ont pris la formule réduite. De bien étranges créatures ont déambulé dans la cité de Rodemack ce week-end, dont des sorcières venues chercher des pierres, grimoires, bijoux et autres accessoires auprès des artisans, comme Anaël, qui confectionnent des baguettes magiques de ses doigts de fée. Chaque baguette, en fait, elle est unique. J'utilise divers matériaux, comme par exemple de la pâte Fimo, de la résine époxy, divers pierres, divers breloques. J'ai des clients qui l'utilisent comme baguette pour les cheveux. La plupart, je pense, l'utilisent comme des objets de collection. Elles plaisent beaucoup aux enfants qui lancent énormément de sortilèges. Et si les plus jeunes sorciers apprécient jeter des sorts maléfiques avec leurs baguettes, la magie est aussi là où on ne l'attend pas, comme dans ces savons faits main par Amandine, venue d'Ariège pour l'événement. Tous les ingrédients sont recherchés au niveau des correspondances magiques selon telle ou telle intention. Ça peut être la prospérité, la protection, ça peut être la richesse. Celui-ci, il est vraiment axé sur la protection dans le sens où je me suis basée sur la lavande et le laurier. Et après, ils sont très gras, donc ils conviennent à vraiment toutes les peaux. Parce qu'il faut penser aussi à l'aspect magique, mais aussi penser à l'aspect pratique. C'est donc une quarantaine d'exposants qui a bravé le mauvais temps pour que cette 4e édition de la Fête de la Sorcière soit tout de même lumineuse. Et plus encore qu'un spectacle pour les visiteurs, cette fête en plein cœur de la cité médiévale est un véritable hommage rendu aux sorcières. On a pensé aux sorcières parce que le lieu est quand même emprunté du médiéval. Malheureusement pour ces femmes, par le passé, la vie était très compliquée. Injustement parce qu'elles avaient du savoir, elles étaient craintes, détestées et parfois exterminées. Il est arrivé dans le lieu de Rodemack qu'il y ait des bûchers pour cette pauvre sorcière. Mais avec cette célébration, les sorcières chassées de Rodemack ne sont plus qu'un lointain souvenir. Elles sont désormais accueillies pour y partager leur philosophie. C'est peut-être une personne éclairée, en adéquation avec son monde, avec le respect aussi des valeurs ancestrales. Et le respect aussi des autres, de chacun, de la diversité. Et parce que le partage fait partie des valeurs des sorcières, les fonds récoltés lors de cette parenthèse magique seront reversés à l'association des parents d'élèves du village. Avec l'inflation qui nous touche, faut-il augmenter nos salaires? Les grèves et crises successives paralysent-elles la France et son économie? Notre invité y répond. Et comme promis, nous sommes en lien avec notre invité en visio, Raphaël Didier, bonsoir.
Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes économiste et enseignant-chercheur. Alors on va aller tout de suite au fond du sujet qui nous intéresse. Augmentation des prix alimentaires, carburant, péage, de la vie de manière générale. Tout augmente, sauf les salaires. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. Mais est-ce qu'aujourd'hui il est devenu nécessaire de remonter ces salaires justement ? J'ai envie de dire évidemment parce que le pouvoir d'achat est en baisse dans de nombreux pays de la zone euro, plus en Allemagne d'ailleurs qu'en France, mais contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, le revenu réel, donc le pouvoir d'achat, est en baisse depuis quelques mois déjà, et ça se ressent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de contestations salariales, et quand vous allez faire vos courses, vous le ressentez également. Alors concrètement, Olivier Véran avait eu des propos sur France Info. Augmenter les salaires reviendrait à engendrer de l'inflation. En fait, ça n'est rien comprendre. Aujourd'hui, est-ce que ça serait réellement ça le problème ? Alors les économistes parlent de boucle salaire-inflation, c'est-à-dire que plus les salaires augmentent, plus les gens auraient tendance à gagner du pouvoir d'achat, donc à consommer plus, ce qui rajouterait une pression sur les prix et ferait encore augmenter l'inflation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit ça, on oublie qu'il y a aussi d'autres raisons pour l'inflation. La première d'entre elles, c'est effectivement celle sur laquelle nous n'avons aucune emprise, c'est le prix du pétrole, le prix de l'énergie en général, le gaz. Et donc ça, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas la faute des salariés. C'est pour ça que je dis que ce serait terrible de les pénaliser. Et deuxièmement, il y a des grandes entreprises qui en ont profité, on le sait, partout dans le monde, pour augmenter leurs prix ou réduire la quantité qu'ils vendent, ce qui revient au même, et ce qui permet finalement de passer dans les prix le fait que leur marge aurait pu éventuellement diminuer. Donc les salariés, finalement, se retrouvent pénalisés plusieurs fois. Donc je crois qu'au contraire, c'est un objectif ultime. Il faut augmenter, alors pas forcément de 10%, mais augmenter les salaires, c'est important. Et bien sûr, M. Véran serait bien inspiré de prendre quelques cours d'économie là-dessus et peut-être de nous écouter ce soir. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le salaire moyen d'un Français, alors c'est peut-être une question qu'on peut juger naïve, mais est-ce que le salaire moyen d'un Français permet de vivre correctement ? Écoutez, vous avez posé une bonne question parce que quand on voit l'augmentation des prix ces derniers mois, ne serait-ce que la facture énergétique, on commence à se dire que ça devient juste de vivre avec ne serait-ce qu'un SMIC et ensuite un salaire moyen. Mettons que si on prend un salaire plutôt médian qui coupe la distribution en deux entre tous les Français, un salaire médian qui serait de 1 700 ou 1 800 euros, vous voyez que si vous avez des enfants, rapidement les charges s'accumulent un peu partout puisque, et ça c'est important de le dire, l'inflation dont vous parliez, qui a commencé dans les matières premières, aujourd'hui s'est répandue un petit peu partout. Donc on le retrouve dans les produits alimentaires, on le retrouve dans nos services que nous achetons. Vous voyez bien que les abonnements augmentent, tout augmente, et donc on a le sentiment à la fin de l'année que tout a augmenté bien plus vite que nos revenus à nous. Depuis fin septembre, le projet de loi de finances 2023 a été dévoilé. Que peut-on en dire actuellement ? En tout cas, comment ce plan va impacter les citoyens ? Alors, ce projet de loi de finances est le nom très pédant de ce qu'on appelait avant le budget, tout simplement, le budget 2023. Et le budget 2023, est d'ores et déjà caduc puisqu'il repose sur des hypothèses un peu fantaisistes. C'est la haute autorité, le Conseil d'État, qui a d'ores et déjà réfléchi à la question et qui a compris que les hypothèses ne tenaient pas la route. On imagine une inflation basse, un chômage bas et une croissance forte. En tout cas, plus bas qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, on voit mal comment la situation pourrait s'améliorer très rapidement dans les mois qui viennent. Donc, je pense qu'au contraire, il faut voir que dans ce budget, on donne beaucoup plus pour, par exemple, l'écologie, ce qui est une bonne chose pour la transition écologique et énergétique, mais au même moment, c'est le en même temps présidentiel, on donne beaucoup pour les énergies fossiles. Ce qui fait que d'un côté, on a l'impression qu'on navigue à vue entre l'urgence du moment et la réalité de ce que l'on voudrait faire comme transition. Après, il y a eu quelques baisses d'impôts qui ont été actées. Ces baisses d'impôts, hélas, ne touchent pas ceux qui n'en payent pas. Et je rappelle qu'un foyer fiscal sur deux n'en paye pas en France, donc ces gens-là auraient plus besoin d'avoir une augmentation de leur salaire que d'avoir des primes. On peut peut-être aussi souligner le bouclier tarifaire, qui est une des mesures liées à la sobriété énergétique. Vous avez parlé de mesures aussi écologiques. Il y a tout ce qui est sur la rénovation énergétique des foyers privés. Tout ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles finalement.
Alors, quand vous parlez du bouclier tarifaire, n'oubliez pas que ce bouclier tarifaire coûte très cher. Il a coûté 25 milliards, en coûterait probablement à peu près la même chose, même s'il a été budgété à peu près le double parce qu'il est en brut et on attend de voir ensuite ce que ça coûtera en net. Mais l'idée qui est derrière, et ça c'est peut-être le plus important, c'est que ce bouclier tarifaire dit donc que l'aide qui est donnée aux consommateurs est payée finalement par les contribuables. Ce qui signifie donc que vous demandez aux uns de payer pour les autres, et souvent même, comme nous sommes tous contribuables, au moins 1 sur 2, nous sommes finalement en train de prendre dans une poche à gauche pour donner dans une poche à droite. Je ne suis donc pas certain que ça ne soit pas que finalement un aspect cosmétique qui, quand il s'arrêtera, pensez au prix à la pompe, qui risque de remonter très vite quand les 20 ou 30 centimes seront ôtés progressivement, eh bien on va découvrir finalement la falaise en face de nous, ce qui va faire très mal. Donc il faut nuancer un petit peu tout ça. Vous l'avez également dit tout à l'heure, on sent une grosse vague de ras-le-bol, des grèves régulières qui se succèdent, notamment la prochaine demain. Est-ce qu'on assiste véritablement à un début de changement ou seulement d'une paralysie de la France avec tous ces mouvements sociaux ? Le gouvernement le prend comme étant un risque majeur, puisqu'on voit bien que ce soir, il réunit le Premier ministre et certains ministres pour discuter de la question, ce qui montre qu'au-delà de l'énergie, il y a de vraies questions. Maintenant, est-ce que le mouvement pourrait être un ras-le-bol général ? Je rappelle quand même que nous avons tous en tête les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes est un mouvement beaucoup plus spontané, qui n'était pas organisé par des syndicats, ni par des partenaires sociaux quelconques. Donc, je me méfie toujours de voir dans des épiphénomènes comme là, demain, une grande manifestation prévue, si effectivement ça pourrait déboucher sur quelque chose d'autre. Quant au monde d'après, dont on nous parle depuis maintenant la fin du Covid, j'ai beaucoup de mal à le voir venir. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Raphaël Didier, et à très vite. Merci. Notre image du jour est plutôt symbolique des ours polaires devant le Snow Hall d'Amnéville. Il s'agissait bien sûr d'une action de sensibilisation du groupe Europe Écologie Les Verts. Ce samedi, ils se sont mobilisés devant cet équipement qu'ils décrivent comme déconnecté de l'enjeu climatique actuel et de la sobriété énergétique. Les militants étaient donc déguisés en ours pour l'occasion et n'avaient qu'une envie, retrouver leur banquise de plus en plus fragilisée. Merci de nous avoir suivis. Votre soirée sur Moselle TV continue bien entendu. Dans un instant, retrouvez la fine équipe du Graoli Mag. Très belle soirée et à demain.